La mort de Mohamed Bouazizi avait provoqué des émeutes dans toute la Tunisie, jusqu'à emporter 23 années de régime Ben Ali. Tel un frisson, la nouvelle vient de parcourir la place Tahrir. Le régime d'Hosni Moubarak est tombé. Toute la nuit, des Tomahawks, ces fameux missiles de croisières américains et britanniques, se sont abattus sur la Libye. Je crois que l'Occident reste droit dans ses bottes par rapport aux révolutions chez les autres, quoi. Et nous disons dans le livre aussi, je crois que il y a 20 ans, nous avons notre printemps arabe, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'Harmattan ou je ne sais pas, derrière nous. Et quand en mars 91, les Maliens se sont soulevés, il y a eu 300 morts, et c'était donc l'amorce de ce qu'on appelle la transition démocratique. Donc 91, les premières élections en 92, et puis 2012, 20 ans plus tard, jour pour jour, on se retrouve dans cette situation où rien n'est réglé, au contraire, et le chômage, la corruption, les inégalités se sont aggravées. Bon. Et quand on regarde de près Mohamed Bouazizi, c'est vraiment des millions de Mohamed Bouazizi qu'il y a sur tout le continent, quoi, de part et d'autre. Mais là aussi, moi je me suis dit, les motivations de ce jeune dont le suicide a mis le feu aux poudres en Tunisie et puis en Égypte, mais comment on en a, la manière dont on en a profité aussi pour régler ses comptes avec Kadhafi, parce que ce qui s'est passé à Benghazi, c'était pas tout à fait la même nature, mais les foyers de tension, c'est-à-dire le principe de l'intervention aujourd'hui, c'est que on profite des foyers de tension et on ne décourage rien. Et on entretient d'excellentes relations avec ce qu'on appelle les dictateurs. Ils ne viennent des dictateurs détestables à éjecter que lorsque leur cote d'impopularité a atteint un certain degré. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Et ils ont eu du mal à lâcher Moubarak d'ailleurs. Mais Kadhafi, c'était autre chose. Donc ils sont allés, et non pas, de mon point de vue, parce qu'ils s'en font tant pour les populations. Parce que si c'était le cas, ça se saurait immédiatement après. Quand quel est cette responsable, Ali Omari d'ailleurs, qui avait dit sous Ben Ali qu'il fallait aider à sauver le régime de Ben Ali, je crois. Vous vous souvenez, ça avait avant qu'il ne décide finalement de soutenir. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité. Alors ce soutien du bout des lèvres consiste à contribuer, profiter de ces mouvements-là pour créer un environnement économique plus favorable, encore une fois, à l'investissement. Il faut que les choses continuent comme avant, changer pour ne pas changer, pour ne rien changer, mais attribuer l'entière responsabilité de l'échec de l'économie à la mauvaise gestion, qui est une réalité. La corruption est une véritable gangrène. Mais la corruption est consubstantielle à ce modèle. Et quand on nous dit qu'il faut une classe moyenne, mais cette classe moyenne se crée comment? À travers les passations de marché, des combines, ce n'est jamais la production. Et nous n'avons pas d'industrie. Et nous n'avons pas d'investisseurs véritables. Mais nous mordons à l'hameçon en croyant que la sortie, à l'issue de ces révolutions-là, on aura des régimes plus stables pour que les affaires continuent comme d'habitude. Ça a été le cas au Mali.
Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on n'attend pas une véritable révolution. C'est-à-dire, j'entends par révolution une prise de conscience par les protagonistes de ces soulèvements-là et qu'on pose globalement les problèmes. Mais dans le cas du Mali, on nous a désigné Moussa Traoré, on nous a fait croire que le problème c'était seulement Moussa Traoré, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Une fois Moussa parti, la démocratie devait nous garantir la paix et le bonheur, quoi. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'observe, c'est pour ça que je suis circonspecte quant au printemps arabe, aussi longtemps que les questions de fond et de cette même dépendance du système des richesses, pas seulement de l'Afrique, du Moyen-Orient, ne sont pas posées. C'est précisément parce qu'on sait que dans 2 ou 3 décennies, le prix du baril, c'est-à-dire que le Moyen-Orient est devenu une poudrière, donc il faut aller vers l'Afrique. La question maintenant, et tout le golfe de Guinée, la bande sahélienne, les ressources deviennent précieuses dans la relance de l'économie, d'autant plus qu'on sait que la situation qui prévaut aujourd'hui au Moyen-Orient ne permet plus de ce service vivre comme par le passé. Donc c'est pour ça qu'on est par rapport au printemps arabe, et comme je vous dis, le double langage ici, quand on sait qu'immédiatement après, c'est-à-dire on défend les peuples chez eux, dans leurs relations avec leurs dirigeants. Mais quand ces mêmes peuples, quand les Tunisiens sont venus par milliers à Lampedusa frapper à la porte de l'Europe en disant ça ne va plus chez nous, nous voulons vivre, alors nous savons comment on a essayé de chambouler toute la politique migratoire européenne. Précisément aujourd'hui, on déclare les guerres, on soutient les révoltes, c'est-à-dire révoltez-vous chez vous, réglez ça entre vous, ne venez pas chez nous. Et on durcit les lois migratoires parce qu'on voudrait que nous, on s'entretue entre chrétiens et musulmans. Et voilà. Moi, je vivais en fait, j'étais en Tunisie quand ça a démarré. J'ai vécu 3 ans en Tunisie. Et en fait, même à la constituante d'octobre 2011, j'étais là. Donc j'ai vu cette affaire arriver, pour ainsi dire. Mais en fait, c'est venu quasi de nulle part. Moi, je viens en voyage, je reviens, je ne sais où, et puis je vois qu'en Tunisie, où j'habitais, un jeune homme avait mis le feu à ses habits. Et quand je reviens à Tunis, en fin décembre, et que j'en parle à mes amis, mais personne n'était au courant. Ouais, oui, on a vaguement entendu. Mais 2 semaines plus tard, Ben Ali prenait la fuite. C'est dire de quelle accélération de l'histoire il s'agit. Il s'est agi. Et puis il y a eu la Libye, l'Égypte, etc., des configurations extrêmement différentes. Mais ce que je fais remarquer, c'est que il y a peu de temps, tous les matins, au petit déjeuner, au dîner, c'était printemps arabe. On en parle encore un peu maintenant, mais comme d'une réalité lointaine, un phénomène au fond qu'on a du mal à saisir, à expliquer, à cerner. Et moi, ce que je retiens, outre la brutalité au départ, qui a surpris tout le monde, après Bouazizi, et d'une certaine manière, même l'Égypte, parce que les Américains ne voulaient pas lâcher Moubarak, comme tu l'as dit. Après, ça a été, je crois, managé, ça a été organisé. Et moi, vraiment, je retiens 3 leçons principales. La première, c'est que en Libye, par exemple, et en Tunisie, au camp de Choucha, comme à la frontière avec la Libye, eh bien, ça s'est accompagné d'une négrophobie infâme. Les Noirs, dans ces pays arabes, ont été ont été tués, ont été parqués dans des camps à l'intérieur de la Libye, à Choucha, à la frontière avec la Libye, et puis à Misrata, il y avait une brigade qui se faisait appeler, je crois constituée par les Ben Slimane, une tribu arabe qui se faisait appeler, brigade pour l'extermination, l'éradication des esclaves à peau noire. Donc,
Et cette histoire des mercenaires africains, de Kadhafi, Kadhafi qui prend l'argent de l'Afrique et puis qui le donne à ces dictateurs africains, dans la société arabe, ça a été quelque chose que moi, j'ai vécu de près avec mes amis tunisiens. Nous en avons discuté, nous l'avons déploré et nous avons dit, il faut en parler. Non pas pour jeter sur le feu, mais pour en finir avec ce tabou qui permet toutes les atrocités, mais dans le silence. En parler, ça ne fait du bien à personne. J'aime pas en parler, mais je crois qu'il faut le faire parce que sinon, ça va continuer et on ne pourra jamais se retrouver. La deuxième chose que moi je retiens, c'est que vraiment dans cette affaire, voilà, le printemps arabe, voilà le romantisme du jeune blogueur solitaire qui défie au système policier, et puis voilà la place Tahrir, la place verte, etc. Des trucs très bien. Mais on ne parle jamais des questions économiques. Et quand on en vient à évoquer les questions économiques et tout ce qu'il y a derrière ces étendards en faveur de la liberté, on se dit ce n'est quand même pas si beau que ça, et que la perte de souveraineté qui a été quand même quelque part la conséquence de tout ça, ça a été défavorable au peuple concerné. Moi je suis en contact avec mes amis tunisiens, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se posent beaucoup de questions. Personne ne regrette Ben Ali, c'est évident. C'est pas quelqu'un que l'on peut regretter, mais en même temps, ils se disent, est-ce que quand même nous avons le contrôle de notre destin? La dernière remarque, ça concerne la Syrie. Parce que finalement, la Syrie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que on entre dans la 4e année, je crois, de cette guerre en Syrie. Il est là apparemment pour encore longtemps, Assad. Parce que les pays, le bloc occidental ne sait pas comment gérer cette affaire. Surtout que, bon, voilà, dans les pays du printemps arabe, on a créé des situations comme en Libye, qui ont quand même favorisé les forces que l'on obscure, quoi. Des groupes terroristes, des bandes qui ne respectent rien ni personne. Et le résultat, c'est que, ultimement, mais c'est une terrible ironie de l'histoire, en fin de compte. Ultimement, le printemps arabe semble avoir débouché sur cette nouvelle alliance, que je n'ose pas appeler stratégique, entre quand même Washington et Téhéran. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. L'Arabie saoudite est isolée, le Qatar n'amène plus large. Et l'Arabie saoudite et le Qatar sont opposés en Égypte sur la légitimité des nouveaux dirigeants. Voilà. Pourquoi pas Morsi, pourquoi Al-Sisi, etc. Et donc, oui, tout ça est parti. Et ça fait les affaires du régime syrien, et comme vous le savez, ces jours-ci, la rébellion elle-même est divisée, mais surtout, il y a une guerre. Le printemps arabe, ça a donné ça. Ça a relégitimé. Et sans t'interrompre, tu as remarqué que tu retrouves cette question rebelle islamiste. Et tu vois, maintenant, comme chez nous, le MNLA et en Sardine à l'époque, rebelles et islamistes croisent le fer. Bon, et dans ce jeu encore, les islamistes seraient les méchants à éliminer et les rebelles à aider.
Mais il fut un temps où on aidait tout le monde. Donc cette aide à tout le monde nous posait des problèmes au Mali. On s'est dit, attends, et c'est Al-Nosra et AQMI, et c'est les frères d'armes de l'AQMI qu'il faut éliminer ici, sont soutenus en Syrie.